Vous savez, il y a quelques années, j'étais assis dans un petit café à Toronto avec un entrepreneur qui venait de vendre son entreprise pour plusieurs millions de dollars. Il avait commencé avec rien, littéralement rien. Pas d'héritage familial, pas de diplôme universitaire, pas de connexion particulière. Et je lui ai posé une question directe. Qu'est-ce qui a tout changé pour toi? Il a souri, a regardé sa tasse de café et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, Brian, ce n'est pas ce que j'ai fait de grand qui m'a rendu riche. C'est ce que j'ai fait de petit, chaque jour, sans que personne ne me regarde. Cette phrase m'a hanté pendant des semaines, parce qu'elle contredisait tout ce que la culture populaire nous enseigne sur la richesse. On nous dit que la réussite vient des grandes décisions, des grands risques, des grands moments. Mais cet homme et des centaines d'autres personnes que j'ai rencontrées, interviewées et accompagnées au fil des décennies, me disaient exactement le contraire. La richesse se construit en silence. Elle se construit dans les petits gestes répétés, dans les habitudes discrètes, dans les choix que personne ne voit et que tout le monde néglige. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de profond. Pas des théories abstraites, pas des slogans motivants qui sonnent bien, mais qui ne changent rien dans votre vie réelle. Je veux vous parler de 5 habitudes spécifiques, concrètes, accessibles, qui ont le pouvoir de transformer votre situation financière de manière radicale. Mais je dois vous prévenir d'entrée de jeu. Ces habitudes ne sont pas spectaculaires. Elles ne feront pas la une des journaux. Elles ne vous rendront pas riche du jour au lendemain. Ce qu'elles feront, c'est créer un mouvement souterrain dans votre vie, comme une rivière qui creuse lentement la roche, jusqu'au jour où vous vous réveillerez et vous réaliserez que tout a changé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux établir quelque chose d'important avec vous. Une fondation. Parce que, sans cette fondation, les 5 habitudes que je vais vous partager resteront de simples conseils que vous oublierez dans une semaine. La richesse n'est pas un événement. C'est un processus. Répétez-le mentalement. La richesse n'est pas un événement. C'est un processus. La grande majorité des gens traitent la richesse comme si c'était un billet de loterie. Quelque chose qui arrive ou qui n'arrive pas. Quelque chose d'extérieur à eux, quelque chose qui dépend de la chance, des circonstances, de l'économie des autres. Et c'est précisément cette croyance qui les maintient dans la médiocrité financière toute leur vie. J'ai étudié des milliers de millionnaires autodidactes au cours de ma carrière. Des gens qui sont partis de zéro et qui ont construit des fortunes réelles. Et sans exception, chacun d'entre eux avait compris quelque chose que leurs voisins, leurs collègues, leurs amis n'avaient pas compris. Que la richesse est le résultat naturel et prévisible de certains comportements répétés dans le temps. Pas de la chance, pas des circonstances, des comportements. Ce qui signifie, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, que la richesse est apprenable. Elle est reproductible. Elle est accessible à quiconque est prêt à adopter les bons comportements et à les maintenir assez longtemps. Alors pourquoi si peu de gens y parviennent? Voilà la vraie question. Et la réponse est à la fois simple et brutalement honnête, parce que les comportements qui mènent à la richesse sont contre-intuitifs. Ils vont à l'encontre de ce que nos émotions nous dictent, de ce que notre culture nous encourage à faire, de ce que notre entourage considère comme normal. Pensez-y un instant. Notre société nous bombarde de messages qui nous poussent à dépenser maintenant, à profiter maintenant, à consommer maintenant. Les publicités, les réseaux sociaux, les pairs, tout conspire pour nous pousser vers la gratification immédiate. Et les habitudes qui mènent à la richesse exigent exactement le contraire. Elles demandent de différer la gratification, de penser à long terme, de choisir la discipline plutôt que le confort. C'est là le vrai défi, pas l'absence d'opportunité, pas le manque d'intelligence, pas l'injustice du système. Le vrai défi, c'est de faire des choix différents des choix que font les gens autour de vous, chaque jour, pendant des années. Et je sais que ça peut sembler intimidant dit comme ça, mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Vous n'avez pas à révolutionner votre vie demain matin. Ce que vous devez faire, c'est adopter 5 petites habitudes. 5 petites habitudes qui, ensemble, créent un effet cumulatif extraordinaire. Commençons par la première. La première habitude, c'est celle que j'appelle le paiement de soi en premier. Je sais, vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Beaucoup de gens l'ont entendue. Très peu la pratiquent vraiment. Et encore moins comprennent pourquoi elle fonctionne à un niveau aussi profond. Voici comment ça se passe dans la vie de la plupart des gens. Ils reçoivent leur salaire. Ils paient le loyer, les factures,
les courses, les abonnements, les sorties, les vêtements, les loisirs. Et à la fin du mois, s'il reste quelque chose, ce qui arrive rarement, ils se disent qu'ils vont peut-être mettre un peu de côté. Vous reconnaissez ce schéma? C'est le schéma du pauvre, pas pauvre au sens insultant du terme. Pauvre au sens financier. Quelqu'un dont les revenus déterminent les dépenses, et non l'inverse. Le schéma du riche est exactement inversé. Quand l'argent arrive, la première chose qui se passe, avant toute dépense, c'est qu'une partie est automatiquement mise de côté. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas conditionnel à ce qu'il reste quelque chose. C'est la première transaction. Systématiquement, automatiquement, sans exception. J'ai rencontré un homme à Chicago, un comptable qui gagnait un salaire tout à fait ordinaire, environ 50 000 $ par an. Pas extraordinaire, pas le genre de revenu dont on rêve, et pourtant, à l'âge de 60 ans, il avait accumulé plus d'1 million de dollars d'actifs. Ses collègues, qui gagnaient des salaires similaires ou supérieurs, arrivaient à la retraite avec presque rien. Quelle était sa différence? Depuis l'âge de 25 ans, il avait automatisé un virement de 10% de chaque chèque de paie vers un compte d'épargne séparé. Il ne le voyait même plus. Il avait structuré sa vie autour du reste, 10%, pendant 35 ans, avec des intérêts composés. Le résultat est mathématiquement inévitable. Mais voici ce que la plupart des gens ratent dans cette histoire. Ce n'est pas juste une question de mathématiques. C'est une question de psychologie. Quand vous vous payez en premier, vous envoyez un message puissant à votre cerveau et à l'univers si vous voulez que vous êtes une priorité, que votre avenir financier mérite d'être protégé avant que quoi que ce soit d'autre ne soit payé. Cela crée une relation différente avec l'argent. Une relation de respect, d'intention, de maîtrise. Et voici quelque chose d'intéressant que j'ai observé encore et encore. Quand vous retirez 10% de votre revenu avant de dépenser, vous ne le remarquez presque pas. Votre cerveau s'adapte. Vous trouvez des façons de vivre avec les 90% restants. Mais si vous attendez la fin du mois pour voir ce qui reste, vous dépenserez toujours jusqu'au dernier centime. Parce que c'est la nature humaine. Nous dépensons ce qui est disponible. Alors voici ce que je vous suggère. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui si possible. Ouvrez un compte d'épargne séparé, idéalement dans une banque différente de votre compte courant pour que l'accès soit légèrement moins immédiat. Et configurez un virement automatique qui se déclenche le jour même où vous êtes payé. Commencez avec ce que vous pouvez, même 5% si 10 vous semble difficile. L'important n'est pas le montant au départ. L'important, c'est d'établir le mécanisme, de créer l'automatisme, de faire de cette habitude une réalité non négociable dans votre vie. Et avec le temps, augmentez progressivement. Chaque fois que vous recevez une augmentation, mettez la moitié de cette augmentation dans ce virement automatique. Vous ne le sentirez pas, parce que vous n'aurez jamais vécu avec ce montant supplémentaire. Mais l'effet sur votre patrimoine à long terme sera spectaculaire. La première habitude, donc, payez-vous en premier, systématiquement, automatiquement, avant toute autre dépense. Passons maintenant à la deuxième habitude, et celle-ci, je dois vous dire, est celle qui crée le plus de résistance chez mes étudiants. Pas parce qu'elle est difficile techniquement, mais parce qu'elle touche à quelque chose de très profond dans notre psychologie. La deuxième habitude, c'est de tenir un registre de chaque centime que vous dépensez. Je vois déjà certains d'entre vous lever les yeux au ciel. Brian, j'ai déjà essayé de faire un budget. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et je vous entends, mais je ne vous parle pas de faire un budget. Je vous parle de quelque chose de différent, de plus simple et de beaucoup plus puissant. Un budget, c'est un plan. Ce que je vous propose, c'est une conscience. Ce sont deux choses très différentes. Voici ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui ne suit pas ses dépenses. Il a une vague idée de combien il dépense en restaurant, peut-être 200 € par mois, il pense. En réalité, quand il fait le compte, c'est 500. Il pense dépenser peu en abonnements divers. En réalité, entre le streaming, les applications, les services en ligne, c'est 200 € par mois qui partent sans qu'il s'en rende compte. L'argent fuit comme l'eau d'un seau percé, et il ne voit pas les trous. J'ai un exercice que je donne à mes étudiants dans mes séminaires. Je leur demande de noter absolument toutes leurs dépenses pendant 30 jours. Chaque café, chaque parking, chaque achat impulsif en ligne, chaque pourboire, tout, sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste observer, et invariablement, à la fin des 30 jours, ils sont choqués.
pas légèrement surpris, choqués. Parce que la réalité de leurs dépenses est souvent 40, 50, parfois 100% supérieure à ce qu'ils imaginaient. Et voici la chose extraordinaire. Le simple acte de noter une dépense change votre comportement. Quand vous savez que vous devez écrire « café, 4,50 €, vous commencez à vous poser la question. Est-ce que je veux vraiment ça? Pas toujours. Pas pour chaque dépense. Mais suffisamment souvent pour créer une différence significative à la fin du mois. Il y a une étude fascinante, je l'ai citée dans plusieurs de mes livres, qui montre que les gens qui tiennent un registre de leurs dépenses dépensent en moyenne 15 à 20% de moins que ceux qui ne le font pas. Sans faire de budget, sans se priver délibérément. Juste en étant conscient. La conscience est le premier pas vers la maîtrise. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. C'est vrai en affaires, c'est vrai en santé, et c'est absolument vrai en finances personnelles. Aujourd'hui, les outils pour faire ça sont plus simples que jamais. Il y a des applications qui se connectent à vos comptes bancaires et catégorisent automatiquement vos dépenses. Mais si vous préférez quelque chose de plus tactile, un simple carnet dans votre poche fait parfaitement l'affaire. L'outil n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'acte de regarder en face la réalité de votre relation avec l'argent. Et cette réalité, parfois, n'est pas confortable à regarder. J'ai eu des étudiants qui ont pleuré en faisant cet exercice. Pas parce qu'ils étaient dans une situation désespérée, mais parce qu'ils réalisaient, pour la première fois, à quel point ils avaient laissé l'argent contrôler leur vie, plutôt que l'inverse. Ils réalisaient que des années de dépenses inconscientes les avaient privés d'une liberté qu'ils auraient pu avoir. Mais les larmes, dans ce contexte, sont une bonne chose. Elles signifient que quelque chose s'est ouvert, que la conscience est là. Et la conscience est le début de tout changement. Deuxième habitude, suivez chaque dépense. Pendant 30 jours au minimum, sans jugement, juste pour voir. Voici maintenant la troisième habitude. Et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Elle contredit directement ce que notre culture de consommation nous enseigne. La troisième habitude, c'est d'apprendre à tomber amoureux de l'attente. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. Nous vivons dans une époque d'immédiateté absolue. Vous voulez un film? Il est là en 30 secondes. Vous voulez un livre? Il est sur votre liseuse en 1 minute. Vous voulez un canapé? Il est livré demain. Cette immédiateté est extraordinaire à bien des égards. Mais elle a créé quelque chose de dangereux dans notre psychologie, une incapacité croissante à différer la gratification. Et l'incapacité à différer la gratification est, selon toutes les recherches que j'ai étudiées, l'un des prédicteurs les plus puissants de l'échec financier. Vous connaissez peut-être l'expérience du marshmallow. Cette étude classique de Stanford où l'on donnait à des enfants un marshmallow et on leur disait qu'ils pouvaient le manger maintenant ou attendre 15 minutes et en recevoir 2. Les enfants qui attendaient, ceux qui pouvaient différer la gratification, avaient, des décennies plus tard, de meilleurs résultats scolaires, de meilleures carrières, de meilleures finances, de meilleures relations. La capacité à attendre était un indicateur extraordinairement puissant du succès futur. Maintenant, la bonne nouvelle, contrairement à ce que l'on croyait initialement, cette capacité n'est pas entièrement innée. Elle s'apprend, elle se développe. C'est un muscle que l'on peut renforcer. Et voici comment vous le renforcez dans le domaine financier. Chaque fois que vous voulez acheter quelque chose de non essentiel, quelque chose dont vous n'avez pas besoin immédiatement, quelque chose qui n'est pas une nécessité, adoptez la règle des 72 heures. Notez l'article, son prix, et attendez 72 heures avant de prendre la décision d'achat. Vous serez stupéfait de découvrir combien de fois après 72 heures, l'envie a disparu. Parce que la grande majorité de nos achats impulsifs sont motivés par des émotions passagères. L'excitation de la nouveauté, le désir de combler un vide, la pression sociale, l'ennui. Ces émotions sont réelles, mais elles sont temporaires, et 72 heures suffisent souvent pour qu'elles se dissipent. J'ai un ami entrepreneur, je ne vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, qui était un acheteur compulsif, pas de manière dramatique, mais de façon constante et coûteuse. Des gadgets technologiques, des vêtements, des équipements de sport qu'il n'utilisait jamais. Il dépensait facilement 2 000 € par mois en achats impulsifs. Quand il a adopté la règle des 72 heures, ce chiffre est tombé à moins de 500 €. Il n'avait rien sacrifié d'essentiel. Il avait juste interposé un délai entre l'impulsion et l'action. Ce délai lui a économisé 18 000 € sur l'année. 18 000 € en faisant simplement une pause. Mais il y a quelque chose de plus profond
dans cette habitude que la simple économie d'argent. Quand vous apprenez à attendre, vous développez une relation différente avec le désir. Vous réalisez que le désir d'acheter quelque chose et le besoin d'acheter quelque chose sont deux choses très différentes. Et cette distinction entre désir et besoin est au cœur de la liberté financière. Les gens qui vivent d'une paix à l'autre ne font pas toujours ça parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Très souvent, ils font ça parce qu'ils ne font pas la distinction entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. Ils traitent chaque désir comme une nécessité urgente. Et le résultat, c'est que l'argent disparaît aussi vite qu'il arrive. Tomber amoureux de l'attente, c'est aussi apprendre à savourer l'anticipation. Il y a une satisfaction réelle dans le fait de vouloir quelque chose, de décider délibérément de l'obtenir, d'économiser pour ça et de finalement l'acheter avec l'argent que vous avez intentionnellement mis de côté. Cette satisfaction est incomparablement plus grande que la satisfaction d'un achat impulsif fait sur le coup d'une émotion. J'ai grandi dans la pauvreté, je l'ai mentionné dans plusieurs de mes livres. Enfant, je n'avais pas grand-chose, et je me souviens d'avoir voulu un vélo pendant des mois. J'ai économisé centavo par centavo. Nous vivions au Canada, mais vous comprenez l'idée, et le jour où j'ai pu acheter ce vélo, avec mon propre argent, c'était l'une des expériences les plus satisfaisantes de ma jeune vie. Pas parce que le vélo était extraordinaire, mais parce que je l'avais mérité. Je l'avais attendu. Je l'avais voulu avec intention. Cette expérience m'a appris quelque chose que j'ai porté toute ma vie. Les choses que nous attendons et que nous acquérons avec intention ont plus de valeur à nos yeux que les choses que nous obtenons impulsivement. Et cette valeur plus grande nous pousse à en prendre soin, à les utiliser vraiment, à ne pas les gaspiller. Troisième habitude, adoptez la règle des 72 heures pour tout achat non essentiel. Apprenez à tomber amoureux de l'attente. Nous sommes maintenant à la quatrième habitude. Et je veux prendre un moment ici pour vous dire quelque chose d'important avant de continuer. Les trois premières habitudes que nous avons vues. Se payer en premier, suivre ses dépenses, différer la gratification. Ces habitudes sont toutes défensives dans un sens. Elles vous aident à protéger l'argent que vous avez. Elles vous aident à stopper les fuites. Elles sont essentielles, absolument essentielles, mais elles ne sont pas suffisantes à elles, seules pour créer une vraie richesse. Parce que vous ne pouvez pas économiser votre chemin vers la richesse. L'économie est nécessaire, mais elle a une limite mathématique. Si vous gagnez 1 000 € par mois, vous ne pouvez économiser au maximum que 1 000 € par mois. L'économie est plafonnée par vos revenus. L'investissement, lui, n'a pas de plafond. Et c'est là qu'entre en jeu la quatrième habitude. La quatrième habitude, c'est de faire travailler votre argent pendant que vous dormez. Permettez-moi de vous poser une question que je pose souvent dans mes séminaires. Si vous avez 10 employés qui travaillent pour vous et que l'un d'eux ne fait absolument rien, il est assis dans son bureau, il ne produit rien, il ne contribue pas, est-ce que vous le gardez? Non, bien sûr. Vous lui trouvez quelque chose à faire ou vous vous en séparez. Maintenant, pensez à votre argent. L'argent qui dort dans un compte courant à 0% d'intérêt, c'est cet employé qui ne fait rien. Pire encore, avec l'inflation, il perd de la valeur chaque année. Votre argent inactif est un employé qui vous coûte de l'argent. Les gens qui construisent de la richesse comprennent que l'argent est un outil. Et comme tout outil, il doit être utilisé pour produire quelque chose. Ils ont développé l'habitude de mettre leur argent au travail, de l'investir de façon à ce qu'ils génèrent des revenus supplémentaires, qui génèrent eux-mêmes des revenus supplémentaires, dans un cycle qui s'accélère avec le temps. C'est le principe des intérêts composés. Albert Einstein l'a appelé, selon la légende, en tout cas, la 8e merveille du monde. Et il avait raison. Parce que les intérêts composés sont l'un des phénomènes les plus puissants de l'univers financier, et l'un des moins compris. Voici une illustration simple. Vous investissez 10 000 € à un taux de rendement annuel de 7%, ce qui est approximativement le rendement historique moyen des marchés boursiers sur le long terme, dividendes réinvestis. Après 10 ans, sans ajouter un centime, vous avez environ 20 000 €. Après 20 ans, 40 000. Après 30 ans, 75 000. Après 40 ans, 150 000. Vos 10 000 € initiaux sont devenus 150 000, sans que vous n'ayez rien fait d'autre que de laisser le temps faire son travail. Maintenant, ajoutez à ça l'habitude de vous payer en premier. Disons que vous ajoutez 500 € par mois à cet investissement. Après 40 ans, vous avez non pas 150 000 €, mais plus d'1,5 million. La différence entre 1,5 million et 150 000, c'est simplement l'ajout régulier de 500 € par mois. Pas spectaculaire. Pas héroïque.
Juste constant, voilà le secret que les gens riches connaissent et que les gens pauvres ignorent. Le temps est votre actif le plus précieux, pas l'argent. Le temps, parce que le temps est ce qui permet aux intérêts composés de faire leur magie. Et c'est là que la plupart des gens font leur plus grande erreur financière. Ils attendent. Ils se disent qu'ils commenceront à investir quand ils auront remboursé leurs dettes. Quand ils auront remboursé leurs dettes. Quand la situation économique sera plus stable. Et pendant qu'ils attendent, les années passent et chaque année d'attente leur coûte une fortune. Littéralement. J'ai fait le calcul une fois dans un séminaire. Une personne qui commence à investir à 25 ans plutôt qu'à 35 ans, avec le même montant mensuel, le même taux de rendement, aura, à 65 ans, environ 2 fois plus d'argent. 2 fois, pour 10 ans de différence. C'est le coût de l'attente. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Brian, je ne sais rien sur l'investissement. Je ne sais pas par où commencer. J'ai peur de perdre mon argent. Et ces préoccupations sont légitimes. Mais elles ne justifient pas l'inaction. Elles justifient l'éducation. Voici ce que je vous recommande comme point de départ, et je veux être clair, je ne suis pas conseiller financier. Et ce que je partage ici est éducatif. Pas un conseil personnalisé. Chaque situation est différente, et je vous encourage à consulter un professionnel. Cela dit, voici les principes généraux que j'ai observés chez les investisseurs qui réussissent. Premier principe. Commencez simple. Les gens qui s'enrichissent n'investissent pas nécessairement dans des produits complexes et obscurs. Beaucoup investissent dans des fonds indiciels simples, des fonds qui répliquent la performance d'un indice boursier large comme le S&P 500 ou un équivalent européen. Ces fonds ont des frais bas, une diversification naturelle et ont historiquement produit des rendements solides sur le long terme. Deuxième principe, investissez régulièrement, indépendamment des conditions du marché. Cette stratégie s'appelle l'investissement programmé, ou en anglais, le dollar cost averaging. Vous investissez le même montant chaque mois, que le marché soit haut ou bas. Quand le marché est bas, votre argent achète plus de parts. Quand il est haut, vous avez moins de parts, mais elles valent plus. Sur le long terme, cette stratégie produit des résultats excellents et vous protège contre la tentation de timer, le marché, ce que même les professionnels ne font pas bien de façon consistante. Troisième principe, ne touchez pas à cet argent. L'investissement à long terme exige une discipline particulière. La capacité à regarder votre portefeuille baisser de 20 ou 30% lors d'une correction de marché et de ne pas paniquer. Les gens qui paniquent et vendent lors des baisses cristallisent leurs pertes et ratent la reprise. Les gens qui restent investis voient leur portefeuille se rétablir et continuer à croître. C'est là que l'habitude de différer la gratification que nous avons vue précédemment prend toute son importance. L'investisseur discipliné est celui qui a appris à ne pas réagir émotionnellement à chaque fluctuation du marché. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, attribuée à Warren Buffett. Le marché boursier est un mécanisme pour transférer l'argent des impatients vers les patients. Pensez à ça. Chaque fois que quelqu'un panique et vend, quelqu'un d'autre achète à bas prix et bénéficiera de la reprise. La patience est littéralement une stratégie d'enrichissement. Quatrième habitude, mettez votre argent au travail. Investissez régulièrement, simplement, avec patience et discipline. Nous approchons maintenant de la cinquième habitude, et je veux vous dire quelque chose avant de l'aborder. Les 4 premières habitudes sont puissantes. Elles peuvent transformer votre situation financière de manière significative. Mais sans la cinquième, elles ont une limite. Parce que les 4 premières habitudes optimisent ce que vous avez. La cinquième habitude augmente ce que vous pouvez avoir. La cinquième habitude, c'est l'investissement continu dans votre capital humain. Votre cerveau est votre actif le plus précieux. Pas votre compte bancaire, pas votre maison, votre cerveau. Parce que votre cerveau est la source de toutes vos idées, de toutes vos compétences, de toutes vos décisions. Et chaque amélioration de votre cerveau, chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle connaissance, chaque nouvelle perspective, se traduit directement ou indirectement en valeur économique. J'ai lu quelque part, et j'ai vérifié cette statistique de plusieurs façons, que les PDG des grandes entreprises lisent en moyenne 50 livres par an. 50 livres, presque un par semaine, et les Américains moyens lisent moins d'un livre par an. Pensez à ce que cette différence représente en termes d'idées, de perspectives, de connaissances accumulées sur 10, 20, 30 ans. Je ne vous dis pas que lire des livres vous rendra automatiquement riche. Ce serait une simplification absurde.
Mais je vous dis que les personnes qui s'engagent dans un apprentissage continu, qui lisent, qui écoutent, qui apprennent, qui cherchent à comprendre leur domaine et des domaines connexes, ces personnes développent une capacité de penser, une créativité et une compétence qui se traduit invariablement en valeur économique plus grande. Il y a une loi en économie qui s'appelle la loi de l'avantage comparatif. Et dans le contexte du développement personnel, elle signifie ceci. Plus vous développez des compétences rares et précieuses, plus votre valeur sur le marché augmente. Le marché paie pour la rareté. Un médecin gagne plus qu'un serveur non pas parce que son travail est plus noble, mais parce que ses compétences sont plus rares et plus longues à acquérir. La question est donc, comment pouvez-vous augmenter la rareté de vos compétences? Comment pouvez-vous devenir quelqu'un que le marché valorise davantage? Et la réponse, c'est l'apprentissage continu, systématique, délibéré. Voici comment je structure cet apprentissage dans ma propre vie et comment j'encourage mes étudiants à le faire. Premièrement, lisez 30 à 60 minutes chaque matin avant de commencer votre journée. Pas des nouvelles, pas des réseaux sociaux, des livres. Des livres sur votre domaine professionnel, sur la psychologie du succès, sur les finances, sur l'histoire, sur la biographie de personnes qui ont réussi. Chaque livre est une conversation avec quelqu'un qui a passé des années à réfléchir à un sujet. C'est un investissement en temps extraordinairement rentable. Deuxièmement, consacrez du temps chaque semaine à apprendre une compétence spécifique qui augmentera votre valeur sur le marché. Peut-être que c'est la prise de parole en public, l'une des compétences les mieux rémunérées au monde. Peut-être que c'est la vente, la négociation, la programmation, le marketing digital, la gestion financière. Identifiez la compétence qui, si vous la maîtrisiez, doublerait ou triplerait votre revenu. Et investissez délibérément dans son développement. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui vous challengent. Il y a une vérité que j'ai observée dans des centaines de cas. Votre revenu est souvent proche de la moyenne des revenus des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que les personnes qui nous entourent influencent nos croyances, nos standards, nos aspirations et nos comportements. Cherchez des mentors, des pairs ambitieux, des communautés d'apprentissage. Éloignez-vous, avec respect, mais fermement, des personnes qui se plaignent constamment, qui ont une vision limitée de ce qui est possible, qui vous tirent vers le bas. Je me souviens d'une période difficile de ma vie. J'avais environ 27 ans, je travaillais dans la vente, je gagnais juste assez pour survivre. Et j'ai fait quelque chose qui a tout changé. J'ai commencé à passer du temps avec des vendeurs qui gagnaient 10 fois ce que je gagnais. Je les observais, je leur posais des questions, j'essayais de comprendre leur façon de penser, leur façon de travailler, leur façon de se voir. Et progressivement, quelque chose a changé en moi. Pas seulement mes techniques de vente, ma façon de me voir, mon idée de ce qui était possible pour moi. Dans les 2 années qui ont suivi, mes revenus ont triplé. Pas parce que j'avais eu de la chance, pas parce que l'économie s'était améliorée, parce que j'avais changé ce que je croyais possible, et ce changement de croyance avait changé mes actions. C'est le pouvoir de l'environnement humain. Et c'est pourquoi investir dans votre réseau, dans les personnes que vous choisissez d'avoir dans votre vie, est un investissement financier au sens le plus littéral du terme. Cinquième habitude, investissez continuellement dans votre capital humain. Lisez, apprenez, développez des compétences rares, entourez-vous de personnes qui élèvent votre vision de ce qui est possible. Maintenant, je veux prendre un moment pour parler de quelque chose qui sous-tend toutes ces habitudes. Quelque chose que nous n'avons pas encore abordé directement, mais qui est en réalité la fondation sur laquelle tout repose. Je veux vous parler de la mentalité de richesse. Et je veux être précis sur ce que j'entends par là, parce que cette expression est souvent utilisée de manière vague et superficielle. La mentalité de richesse n'est pas une série d'affirmations positives que vous récitez devant votre miroir le matin. Ce n'est pas de la pensée magique. Ce n'est pas de se convaincre que vous méritez d'être riche sans rien changer à vos comportements. La mentalité de richesse, c'est un ensemble de croyances fondamentales sur la nature de l'argent, de la valeur et des opportunités. Des croyances qui déterminent directement vos comportements et donc vos résultats. Permettez-moi de vous illustrer ça avec un contraste. Quelqu'un avec une mentalité de pauvreté, et encore une fois, je n'utilise pas ce terme de façon péjorative, c'est simplement un ensemble de croyances. Quelqu'un avec cette mentalité croit que l'argent est rare, que les opportunités sont limitées, que la réussite des autres se fait nécessairement au détriment des autres. Il voit l'argent comme quelque chose que l'on obtient en travaillant dur pour quelqu'un d'autre.
et qui disparaît aussi vite qu'il arrive. Il croit fondamentalement que sa situation financière est largement déterminée par des forces extérieures à lui, l'économie, les politiques, la chance, les autres. Quelqu'un avec une mentalité de richesse croit que l'argent est abondant, qu'il y en a assez pour tout le monde et que sa richesse ne prive personne d'autre. Il voit les opportunités comme infinies et la réussite comme le résultat naturel d'une valeur créée pour les autres. Il croit fondamentalement que sa situation financière est le résultat de ses choix, de ses habitudes et de ses décisions, et donc qu'il a le pouvoir de la changer. Voyez-vous la différence? Ce ne sont pas juste des nuances philosophiques. Ces croyances déterminent des comportements radicalement différents. Quelqu'un qui croit que les opportunités sont limitées ne cherchera pas activement à en créer. Quelqu'un qui croit que sa situation est déterminée par des forces extérieures ne prendra pas la responsabilité de la changer. Quelqu'un qui croit que la réussite est des autres, le prive ne s'associera pas avec des gens qui réussissent. Il les ressentira. Et quelqu'un qui croit que l'argent est abondant et que les opportunités sont infinies passera ses journées à chercher des façons de créer de la valeur, à s'associer avec des gens qui réussissent, à apprendre, à s'améliorer, à agir. La question naturelle est d'où viennent ces croyances. Et la réponse est presque toujours la même. De l'enfance, de ce que nous avons entendu nos parents dire sur l'argent, de ce que nous avons observé dans notre environnement familial, de ce que la culture dans laquelle nous avons grandi nous a enseigné, explicitement ou implicitement. Si vous avez grandi dans une famille où l'argent était une source de stress, de conflit, de honte, il est très probable que vous ayez développé des croyances limitantes sur l'argent. Des croyances comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, les riches sont des gens sans scrupules, il faut travailler dur toute sa vie pour survivre, l'argent est la racine de tous les maux. Ces croyances sont profondément enracinées. Elles opèrent souvent en dessous du niveau de la conscience. Et elles sabotent les efforts de quiconque essaie de s'enrichir sans les avoir d'abord identifiés et remis en question. Comment les identifier? Voici un exercice simple mais puissant. Prenez une feuille de papier et complétez les phrases suivantes sans réfléchir. Laissez venir ce qui vient spontanément. L'argent, c'était, les gens riches sont. Pour avoir de l'argent, il faut, je mérite d'avoir de l'argent parce que, je ne mérite pas d'avoir de l'argent parce que. Les réponses spontanées à ces phrases révèlent souvent des croyances que vous n'aviez pas conscientisées. Et une fois que vous les voyez, vous pouvez commencer à les questionner. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai des preuves que c'est vrai? Ou est-ce simplement ce qu'on m'a appris à croire? Parce que la vérité sur l'argent, c'est que l'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est un outil. Et comme tout outil, sa valeur dépend de la façon dont il est utilisé. L'argent entre les mains d'une personne généreuse et créative peut financer des hôpitaux, des écoles, des innovations qui améliorent des millions de vies. L'argent entre les mains d'une personne égoïste et destructive peut causer des dommages. Ce n'est pas l'argent qui est moral ou immoral, c'est ce qu'on en fait. Et si vous êtes une personne de valeur, quelqu'un qui veut contribuer, qui veut aider, qui veut créer, alors avoir plus d'argent vous donne simplement plus de moyens de faire ce bien dans le monde. Votre enrichissement n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité envers votre potentiel et envers les personnes que vous pourrez aider avec les ressources que vous aurez créées. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la loi de la cause et de l'effet dans le domaine financier. Et c'est peut-être la loi la plus importante que vous pouvez comprendre si vous voulez transformer votre vie financière. La loi de la cause et de l'effet dit simplement ceci. Pour chaque effet dans votre vie, il y a une cause spécifique. La richesse est un effet. Elle a des causes. La pauvreté est un effet. Elle a des causes. Et ces causes sont, dans la grande majorité des cas, des comportements, des habitudes, des décisions, des façons de penser et d'agir. Ce qui signifie que si vous voulez des effets différents, si vous voulez une situation financière différente, vous devez adopter des causes différentes. Vous devez changer vos comportements. C'est à la fois la chose la plus simple et la plus difficile à accepter. Simple, parce que la logique est irréfutable. Difficile, parce qu'elle vous retire toute excuse. Si votre situation financière actuelle est le résultat de vos comportements passés, alors vous ne pouvez pas blâmer l'économie, le gouvernement, vos parents, votre patron, la chance. Vous êtes responsable. Et je sais que cette responsabilité peut sembler lourde, mais je vous invite à la voir différemment. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir. Parce que si vous êtes responsable de votre situation actuelle, ça signifie que vous avez le pouvoir de la changer.
Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous êtes l'architecte de votre avenir financier. J'ai travaillé avec des personnes dans des situations qui semblaient désespérées. Des gens endettés jusqu'au cou, sans emploi stable, sans réseau, sans ressources apparentes. Et j'en ai vu beaucoup transformer complètement leur situation financière en quelques années, pas en quelques semaines. Pas du jour au lendemain, mais en quelques années, simplement en changeant leurs habitudes et leur façon de penser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Les bonnes habitudes, maintenues assez longtemps, produisent invariablement de bons résultats. C'est aussi inévitable que la loi de la gravité. Permettez-moi maintenant d'aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui est souvent négligé dans les discussions sur la richesse et les finances personnelles. Je veux vous parler de la relation entre la clarté des objectifs et la réussite financière. Il y a une étude, je l'ai citée dans plusieurs de mes livres, et elle a été reproduite de nombreuses fois sur des diplômés universitaires. On leur a demandé, à leur sortie de l'université, s'ils avaient des objectifs écrits et un plan pour les atteindre. Seulement 3% avaient des objectifs écrits. 13% avaient des objectifs, mais pas écrits. Et 84% n'avaient pas d'objectif clair du tout. 20 ans plus tard, on a retrouvé ces personnes et comparé leur situation. Les 13% qui avaient des objectifs non écrits gagnaient en moyenne 2 fois plus que les 84% sans objectif. Et les 3% avec des objectifs écrits gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 84%, 10 fois plus. 10 fois. Pour la simple différence d'avoir pris le temps d'écrire ces objectifs. Pourquoi les objectifs écrits ont-ils un impact aussi puissant? Il y a plusieurs raisons, et elles sont toutes ancrées dans la psychologie et la neurologie. Premièrement, écrire un objectif l'ancre dans votre cerveau d'une façon que la simple pensée ne fait pas. Quand vous écrivez quelque chose, vous activez plus de régions de votre cerveau, vous créez plus de connexions neuronales, et l'objectif devient plus réel, plus tangible dans votre esprit. Deuxièmement, un objectif écrit active ce que les neuroscientifiques appellent le système d'activation réticulaire, une partie de votre cerveau qui filtre les informations et vous rend attentif à ce qui est pertinent pour vos objectifs. Une fois que vous avez un objectif clair, vous commencez à remarquer des opportunités, des ressources, des informations qui vous aideraient à l'atteindre, des choses qui étaient là avant, mais que vous ne voyez pas parce que votre cerveau ne les considérait pas comme pertinentes. Troisièmement, un objectif écrit crée une tension cognitive, une dissonance entre où vous êtes et où vous voulez être, qui motive l'action. Votre cerveau cherche naturellement à résoudre cette dissonance, et il le fait en vous poussant vers des comportements qui vous rapprochent de votre objectif. Voici comment je vous suggère d'utiliser les objectifs dans votre vie financière. Premièrement, définissez un objectif financier à long terme, à 10 ans. Où voulez-vous être financièrement dans 10 ans? Quel est votre patrimoine cible? Quel est votre revenu passif cible? Soyez précis. Pas « je veux être riche », ça ne veut rien dire. Je veux avoir un patrimoine net de 500 000 € et un revenu passif de 2 000 € par mois d'ici 10 ans. Voilà un objectif. Deuxièmement, définissez des objectifs à moyen terme, à 3 ans. Qu'est-ce qui doit être vrai dans 3 ans pour que vous soyez sur la bonne trajectoire vers votre objectif à 10 ans? Troisièmement, définissez des objectifs annuels. Qu'est-ce que vous devez accomplir cette année pour avancer vers vos objectifs à 3 et 10 ans? Et enfin, traduisez ces objectifs en actions quotidiennes. Quels sont les comportements que vous devez adopter chaque jour pour atteindre vos objectifs annuels? Ce sont ces comportements quotidiens, ces habitudes, qui sont le vrai moteur de votre réussite. Vous voyez comment tout ça s'articule. Les 5 habitudes que nous avons vues ne sont pas des actions isolées. Elles sont des composantes d'un système cohérent qui, ensemble, créent un mouvement puissant et soutenu vers la liberté financière. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'enrichissement. Et c'est quelque chose qui surprend souvent les gens quand je l'explique pour la première fois. Le paradoxe est le suivant. Les personnes qui s'enrichissent le plus vite ne sont généralement pas celles qui sont le plus obsédées par l'argent. Ce sont celles qui sont le plus obsédées par la valeur qu'elles créent. Pensez aux entrepreneurs les plus prospères que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Steve Jobs n'était pas obsédé par l'argent. Il était obsédé par la création de produits qui changeraient la façon dont les gens vivent. Elon Musk n'est pas obsédé par l'argent. Il est obsédé par des problèmes extraordinairement complexes, comme l'énergie durable et l'exploration spatiale. Jeff Bezos a construit Amazon en étant obsédé par l'expérience client. L'argent, pour ces personnes,
est un sous-produit de la valeur qu'elle crée, pas le but premier. Et je pense que c'est une distinction cruciale, parce qu'elle change fondamentalement votre approche de la vie professionnelle. Si vous êtes obsédé par l'argent, vous vous demanderez constamment « Comment puis-je obtenir plus d'argent ?» C'est une question centrée sur vous, et les réponses qu'elle génère sont souvent limitées, et parfois contraires à l'éthique. Si vous êtes obsédé par la valeur, vous vous demanderez « Comment puis-je créer plus de valeur pour les autres ?» C'est une question centrée sur les autres, et les réponses qu'elle génère sont infinies, créatives et alignées avec vos talents et vos passions. La loi économique fondamentale dit que vous êtes payé en proportion directe de la valeur que vous créez pour les autres. Si vous voulez gagner plus, créer plus de valeur. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Comment créez-vous plus de valeur? En développant des compétences plus rares et plus précieuses, c'est la 5e habitude. En résolvant des problèmes plus importants pour plus de personnes. En vous positionnant là où votre contribution est la plus précieuse. J'ai rencontré des gens qui gagnaient des salaires modestes, dans des emplois où leur contribution était difficile à mesurer ou à différencier. Et quand ils ont développé une compétence spécifique, rare et précieuse, la capacité à vendre, à négocier, à coder, à diriger des équipes, à créer du contenu qui engage des audiences, leur valeur sur le marché a explosé, pas parce qu'ils avaient travaillé plus dur, parce qu'ils avaient créé plus de valeur. Je veux également aborder quelque chose qui est souvent un obstacle majeur pour les gens qui essaient d'améliorer leur situation financière. La peur de l'échec. La peur de l'échec est l'un des freins les plus puissants à la richesse. Elle empêche les gens de prendre des risques calculés, de lancer des projets, d'investir, de changer de carrière, de développer de nouvelles compétences. Elle les maintient dans une zone de confort financier qui, paradoxalement, est souvent très inconfortable. Voici comment je pense à l'échec et comment j'ai appris à le voir différemment au fil des décennies. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une partie du processus du succès. Chaque personne qui a réussi de façon significative a échoué souvent de nombreuses fois, souvent de façon spectaculaire, avant de réussir. Ce n'est pas malgré ces échecs qu'ils ont réussi. C'est en partie grâce à eux, parce que chaque échec contient des informations. Il vous dit ce qui ne fonctionne pas. Il vous pousse à trouver de nouvelles approches. Il développe votre résilience, votre créativité, votre détermination. Il vous enseigne des leçons que vous ne pourriez pas apprendre autrement. J'ai échoué plusieurs fois dans ma vie. J'ai lancé des entreprises qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait des investissements qui ont mal tourné. J'ai pris des décisions que je regrettais. Et chacun de ces échecs m'a appris quelque chose d'inestimable qui a contribué à mes succès ultérieurs. La question n'est pas de savoir si vous allez échouer. Vous allez échouer. La question est de savoir comment vous allez répondre à l'échec, quand il se produira. Les gens qui réussissent financièrement ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui échouent rapidement, apprennent vite, s'adaptent et continuent. Ils traitent chaque revers comme une donnée, pas comme un jugement sur leur valeur en tant que personne. Il y a une phrase que j'utilise souvent dans mes séminaires. Vous ne pouvez pas apprendre moins. Chaque expérience, succès ou échec, vous apprend quelque chose. Et ces apprentissages s'accumulent. Ils deviennent votre sagesse pratique. Et cette sagesse pratique est l'un des actifs les plus précieux que vous puissiez posséder. Je veux maintenant faire une transition importante. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Les 5 habitudes, la mentalité, les objectifs, la valeur, l'échec. Et je veux maintenant vous parler de ce que j'appelle le facteur temps dans l'enrichissement. Parce que je pense que c'est l'une des choses les moins comprises dans le domaine des finances personnelles. Il y a une tendance très humaine à surestimer ce qu'on peut accomplir en 1 an et à sous-estimer ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Je l'ai observé chez des milliers de personnes. Et elle est responsable d'une quantité énorme de frustration, de découragement et d'abandon. Voici ce qui se passe typiquement. Quelqu'un est inspiré, peut-être par une vidéo comme celle-ci, et décide de changer ses habitudes financières. Il commence à se payer en premier, à suivre ses dépenses, à investir. Après 6 mois, il regarde ses résultats et il est déçu. Son patrimoine n'a pas explosé. Il n'est pas riche. Il commence à se demander si ça vaut vraiment la peine de continuer. Ce qu'il ne voit pas, c'est que les graines qu'il a plantées sont en train de germer sous la surface. Les habitudes qu'il a établies créent un momentum invisible. Les intérêts composés commencent à s'accumuler, lentement mais sûrement. Les compétences qu'il développe créent une valeur qui n'est pas encore pleinement visible dans ses revenus. Et s'il continue,
S'il maintient ses habitudes pendant 5, 10, 15 ans, les résultats seront spectaculaires. Mais beaucoup de gens abandonnent avant de voir ces résultats. Ils plantent les graines, arrosent pendant quelques mois, ne voient pas encore les fruits et concluent que ça ne fonctionne pas. Ils passent à autre chose. Et ils recommencent le cycle: inspiration, action, impatience, abandon, encore et encore, sans jamais atteindre la masse critique qui produit des résultats transformateurs. La discipline de continuer quand les résultats ne sont pas encore visibles est l'une des compétences les plus précieuses que vous pouvez développer. Et elle se développe de la même façon que toutes les autres compétences, par la pratique. Voici quelque chose qui peut vous aider à maintenir cette discipline. Concentrez-vous sur les processus, pas sur les résultats. Concentrez-vous sur le fait de maintenir vos habitudes, de vous payer en premier, de suivre vos dépenses, d'investir régulièrement, d'apprendre chaque jour, plutôt que sur le fait de voir votre patrimoine doubler chaque mois. Les processus sont sous votre contrôle. Les résultats ne le sont pas entièrement. Ils dépendent aussi du temps, des circonstances, de facteurs extérieurs. Mais si vous maintenez les bons processus assez longtemps, les résultats suivront. Inévitablement. Pensez à un agriculteur. Il plante ses graines au printemps. Il arrose, il entretient, il protège ses cultures. Et il attend. Il ne va pas dans le champ chaque matin et déterrer les graines pour voir si elles ont poussé. Il fait confiance au processus. Il sait que s'il fait les bonnes choses, la récolte viendra en automne. Vous êtes l'agriculteur de votre vie financière. Plantez les bonnes graines, maintenez les bons processus et faites confiance à la récolte. Je veux maintenant aborder quelque chose qui est au cœur de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui et que je n'ai pas encore nommé explicitement: la discipline. La discipline est le pont entre vos intentions et vos résultats, entre ce que vous voulez et ce que vous avez, entre qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Et je veux démystifier quelque chose sur la discipline, parce que je pense que beaucoup de gens ont une conception erronée de ce qu'elle est. La discipline n'est pas une force de volonté héroïque que vous devez mobiliser chaque matin pour faire des choses que vous détestez. Ce n'est pas se forcer à faire quelque chose qui vous est pénible, encore et encore, indéfiniment. Cette conception de la discipline est épuisante et insoutenable. La vraie discipline, la discipline qui produit des résultats durables, c'est simplement la capacité à faire ce que vous avez décidé de faire, même quand vous n'en avez pas envie dans le moment. Et elle se renforce avec la pratique. Chaque fois que vous faites ce que vous avez décidé de faire malgré la résistance, vous renforcez votre discipline. Chaque fois que vous cédez à la résistance, vous l'affaiblissez. Et voici quelque chose de crucial. La discipline est beaucoup plus facile à maintenir quand vos habitudes sont automatisées. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'automatisation dans la première habitude. Le virement automatisé. Pourquoi j'ai insisté sur l'automatisation quand la première habitude. Le virement de mobiliser votre discipline chaque fois. Le système fait le travail à votre place. C'est un principe que les chercheurs en comportement appellent la conception de l'environnement. Structurez votre environnement de façon à rendre les bons comportements faciles et les mauvais comportements difficiles. Si vous voulez manger plus sainement, ne gardez pas de junk food chez vous. Si vous voulez lire plus, gardez un livre sur votre table de nuit et retirez votre téléphone de votre chambre. Si vous voulez investir régulièrement, automatisez le virement. Ces petits aménagements de votre environnement réduisent considérablement la friction associée au bon comportement et augmentent la friction associée au mauvais. Et sur le long terme, cette réduction de friction fait une différence énorme. J'ai un étudiant, il dirige maintenant une entreprise prospère, qui m'a dit quelque chose d'intéressant lors d'un séminaire. Il m'a dit: Brian, quand j'ai commencé à automatiser mes habitudes financières, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'y penser. L'argent allait sur mon compte d'épargne automatiquement. Mes investissements se faisaient automatiquement. Je n'avais plus à me battre contre moi-même chaque mois. Et ça a libéré une énergie mentale que j'ai pu mettre ailleurs, dans mon entreprise, dans ma famille, dans mon développement personnel. C'est ça la vraie liberté que procure la discipline financière. Pas seulement la liberté financière à terme, mais la liberté mentale et émotionnelle au quotidien, ne plus avoir à s'inquiéter de l'argent, ne plus avoir à se battre contre ses propres impulsions, ne plus vivre dans l'anxiété financière. L'anxiété financière est l'un des stress les plus chroniques et les plus destructeurs que les gens vivent. Elle affecte leur santé, leurs relations, leur performance au travail, leur bonheur général. Et elle est, dans la grande majorité des cas, évitable. Pas parce que vous deviendrez riche du jour au lendemain.
mais parce qu'avoir un plan, avoir des habitudes, avoir un sentiment de contrôle sur votre situation financière, même si cette situation n'est pas encore idéale, réduit considérablement cette anxiété. Il y a une différence fondamentale entre avoir peu d'argent et avoir peu d'argent, sans plan et sans direction. La première situation génère de l'espoir et de la motivation. La première situation génère de l'espoir et de la motivation. La seconde génère de l'anxiété et du désespoir. Et les habitudes que nous avons vues aujourd'hui sont précisément ce plan. Je veux maintenant vous parler d'une chose que j'observe souvent chez les gens qui commencent à s'intéresser aux finances personnelles et qui peut devenir un obstacle. La paralysie par l'analyse. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous vous intéressez à l'investissement, vous lisez, vous regardez des vidéos, vous comparez des options, vous analysez des stratégies. Et vous continuez à analyser, à comparer, à chercher la stratégie parfaite. Pendant ce temps, vous n'investissez pas. Vous attendez d'avoir suffisamment d'informations pour être certain de faire le bon choix. Le problème, c'est que cette certitude n'arrive jamais. Il y aura toujours plus d'informations à traiter, plus de stratégies à comparer, plus de variables à considérer. Et pendant que vous attendez cette certitude impossible, le temps passe et vous perdez les années d'intérêt composés que vous ne récupérerez jamais. Une bonne décision prise aujourd'hui vaut infiniment plus qu'une décision parfaite prise dans 5 ans. Le temps est le facteur le plus précieux dans l'équation financière. Et chaque jour d'inaction a un coût réel. Voici ce que je vous encourage à faire. Adoptez le principe de l'action imparfaite. Agissez avec les informations que vous avez, en sachant que vous n'aurez jamais toutes les informations. Commencez à investir avec un montant modeste dans un produit simple et bien établi. Commencez à vous payer en première avec un pourcentage modeste. Commencez à suivre vos dépenses avec l'outil le plus basique. L'important, c'est de commencer. Vous affinerez en chemin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Vous ne pouvez pas diriger un bateau à l'arrêt. Un bateau doit être en mouvement pour que le gouvernail soit efficace. De la même façon, vous ne pouvez pas affiner votre stratégie financière si vous n'avez pas encore commencé à agir. L'action crée des données. Les données vous permettent d'ajuster. Et les ajustements successifs vous rapprochent de votre objectif. Alors, commencez. Maintenant. Pas demain, pas lundi, pas le 1er du mois. Maintenant. Je veux maintenant vous partager quelques réflexions sur quelque chose que j'appelle le coût de l'opportunité de vos habitudes actuelles. Parce que je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas vraiment ce que leurs habitudes actuelles leur coûtent, pas seulement en argent, mais en possibilités. Chaque euro que vous dépensez de façon inconsciente est un euro qui ne travaille pas pour vous. Chaque heure que vous passez à vous divertir, passivement plutôt qu'à apprendre, est une heure qui ne contribue pas à votre développement. Chaque jour que vous reportez l'adoption de bonnes habitudes financières est un jour de moins pour les intérêts composés de faire leur travail. Je ne vous dis pas de ne jamais vous divertir, de ne jamais dépenser sur des plaisirs, de vivre comme un ascète. Ce serait absurde et contraire à une vie bien vécue. Ce que je vous dis, c'est d'être conscient des choix que vous faites, de comprendre que chaque choix a un coût d'opportunité, une chose à laquelle vous renoncez en faisant ce choix. Quand vous choisissez de dépenser 100 euros en sortie ce mois-ci, plutôt que de les investir, vous choisissez le plaisir, immédiat plutôt que la croissance à long terme. Ce n'est pas nécessairement un mauvais choix, les expériences et les relations ont une valeur réelle, mais c'est un choix conscient, pas une dérive inconsciente. La différence entre les gens qui s'enrichissent et ceux qui ne le font pas n'est pas que les premiers ne dépensent jamais sur des plaisirs, c'est qu'ils font ces dépenses de façon consciente, après avoir d'abord pris soin de leur futur financier. Ils se paient en premier, ils investissent, et ensuite ils profitent du reste, pleinement, sans culpabilité, parce qu'ils savent que leur avenir est pris en charge. C'est une façon de vivre qui combine la jouissance du présent avec la sécurité du futur. Et c'est, je crois, la façon la plus équilibrée et la plus saine de se rapporter à l'argent. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un concept que j'appelle le momentum financier. Parce que c'est quelque chose qui se produit quand vous maintenez les bonnes habitudes assez longtemps, et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire à observer. Au début, quand vous commencez à adopter de bonnes habitudes financières, les progrès semblent lents. Vous vous payez en premier, vous investissez, vous suivez vos dépenses, et votre patrimoine croît, mais lentement. Vous avez peut-être 5 000 euros de côté, puis 10 000, puis 20 000. C'est bien, mais ce n'est pas encore spectaculaire. Mais il y a un point, et ce point est différent pour chaque personne, mais il arrive toujours où quelque chose change, où le momentum s'installe.
où vos actifs commencent à générer des revenus significatifs qui s'ajoutent à vos économies, où vos compétences développées commencent à produire des opportunités que vous n'auriez pas eues autrement, où votre réseau, cultivé avec soin, commence à vous ouvrir des portes. Et à ce moment-là, la croissance s'accélère. Non pas linéairement, mais exponentiellement. C'est le momentum financier. Et une fois qu'il est lancé, il est très difficile à arrêter. Les gens qui voient de l'extérieur le succès financier de quelqu'un pensent souvent qu'il y a eu un moment de chance, un coup de génie, une opportunité exceptionnelle. Mais de l'intérieur, la personne qui a réussi sait que c'était simplement le résultat naturel d'années d'habitude, maintenues avec constance. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas vous décourager si les résultats semblent lents au début. Vous construisez quelque chose, vous créez un momentum. Et ce momentum, une fois lancé, vous portera vers des niveaux que vous n'imaginez peut-être pas encore. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est souvent le dernier obstacle que les gens rencontrent sur le chemin de la liberté financière. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose que vous n'auriez peut-être pas anticipé. Cet obstacle, c'est la culpabilité. Quand vous commencez à vous enrichir, quand votre patrimoine croît, quand vos revenus augmentent, quand vous atteignez des niveaux de confort financier que vos proches n'ont pas, vous pouvez ressentir une culpabilité subtile, comme si vous trahissiez votre milieu d'origine, comme si votre succès était une forme d'abandon de ceux que vous aimez. J'ai vu cela saboter des trajectoires financières prometteuses, des gens qui commençaient à bien gagner et qui inconsciemment se sabotaient, en faisant des dépenses excessives, en prenant des risques irrationnels, en donnant de l'argent de façon compulsive, pour ne pas se sentir trop différents de leur entourage. Ce phénomène est réel, il est documenté, et il mérite d'être reconnu et adressé. Voici ce que je veux vous dire à ce sujet. Votre enrichissement ne trahit personne, il n'abandonne personne. Au contraire, en vous enrichissant, vous augmentez votre capacité à aider les personnes que vous aimez. Vous créez de la sécurité pour votre famille. Vous devenez un exemple de ce qui est possible. Vous pouvez contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. La richesse ne vous sépare pas de vos valeurs. Elle vous donne simplement plus de moyens de les exprimer. Si vous êtes quelqu'un de généreux, de bienveillant, d'attaché à votre famille et à votre communauté, ces qualités ne disparaîtront pas avec l'argent. Elles seront amplifiées. Et si les personnes qui vous entourent ne comprennent pas votre succès, si elles le ressentent ou le critiquent, c'est leur histoire, pas la vôtre. Vous ne pouvez pas vous appauvrir pour les mettre à l'aise. Ce serait une forme de sacrifice qui ne servirait ni vous ni eux. Votre responsabilité première est envers votre propre potentiel, envers la meilleure version de vous-même que vous pouvez devenir. Et cette meilleure version de vous-même, plus compétente, plus libre, plus prospère, est une meilleure version pour tout le monde dans votre vie. Approchons maintenant de la conclusion de notre conversation d'aujourd'hui. Et je veux récapituler les 5 habitudes que nous avons vues, non pas pour les répéter mécaniquement, mais pour vous montrer comment elles s'articulent en un système cohérent. La première habitude, se payer en premier, crée la fondation. Elle garantit que votre avenir financier est toujours la première priorité, avant toute dépense. La deuxième habitude, suivre chaque dépense, crée la conscience. Elle vous permet de voir clairement où va votre argent et de prendre des décisions éclairées. La troisième habitude, différer la gratification, crée la maîtrise. Elle vous libère de la tyrannie des impulsions et vous permet de faire des choix alignés avec vos objectifs à long terme. La quatrième habitude, faire travailler votre argent, crée la croissance. Elle transforme votre argent d'un outil passif en un actif actif qui génère des revenus même pendant que vous dormez. La cinquième habitude, investir dans votre capital humain, crée la valeur. Elle augmente votre capacité à gagner, à créer et à contribuer, ce qui est la source ultime de toute richesse. Ensemble, ces 5 habitudes créent un système qui s'auto-renforce. Vous gagnez plus parce que vous êtes plus compétent. Vous gardez plus de ce que vous gagnez parce que vous êtes conscient et discipliné. Vous faites croître ce que vous gardez parce que vous l'investissez intelligemment. Et ce cycle, maintenu dans le temps, produit une richesse qui semble silencieuse de l'extérieur, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle ne se vante pas, mais qui est profonde et réelle. Je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Une réflexion qui, je l'espère, vous accompagnera longtemps après la fin de cette vidéo. La richesse silencieuse, celle qui se construit dans les habitudes quotidiennes, dans les choix discrets, dans la discipline invisible, cette richesse est à la portée de presque tout le monde. Pas de tout le monde, parce que certaines personnes font face à des obstacles réels et significatifs.
mais de beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit généralement. Elle n'est pas réservée aux géniaux. Elle n'est pas réservée aux chanceux. Elle n'est pas réservée aux héritiers. Elle est réservée à ceux qui décident, vraiment décident. Pas juste souhaitent de l'adopter. À ceux qui sont prêts à faire des choses différentes de ce que font les gens autour d'eux. À ceux qui sont prêts à différer la gratification, à maintenir la discipline, à investir dans leur avenir même quand ce n'est pas la chose la plus facile ou la plus confortable à faire. Vous êtes ici. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me dit quelque chose sur vous. Ça me dit que vous êtes quelqu'un qui cherche à s'améliorer, qui prend au sérieux son développement financier, qui est prêt à investir du temps et de l'attention dans son futur. Et ça, c'est déjà une forme de richesse. La richesse de l'intention. La richesse de la curiosité. La richesse de l'engagement envers soi-même. Maintenant, la question est qu'allez-vous faire avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Parce que l'information sans action ne vaut rien. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos sur la richesse, lire des dizaines de livres, assister à des séminaires. Et si vous ne changez pas vos comportements, rien ne changera dans votre vie financière. La connaissance n'est pas du pouvoir. La connaissance appliquée est du pouvoir. Alors voici ce que je vous demande de faire avant de fermer cette vidéo. Choisissez une des 5 habitudes. Une seule. Celle qui vous semble la plus accessible, la plus urgente, la plus alignée avec votre situation actuelle. Et décidez de l'implémenter cette semaine. Pas de façon parfaite, juste de façon réelle. Si c'est vous payer en premier, ouvrez ce compte d'épargne aujourd'hui, configurez ce virement automatique. Si c'est suivre vos dépenses, téléchargez une application ou achetez un carnet et commencez à noter chaque dépense dès aujourd'hui. Si c'est différer la gratification, la prochaine fois que vous avez envie d'acheter quelque chose de non essentiel, notez-le et attendez 72 heures. Si c'est investir, renseignez-vous sur les options d'investissement disponibles dans votre pays et engagez-vous à faire votre premier investissement dans les 30 prochains jours. Si c'est investir dans votre capital humain, achetez un livre sur votre domaine ou sur les finances personnelles et lisez 30 minutes demain matin. Une habitude. Cette semaine, c'est tout ce que je vous demande. Parce que voici ce que j'ai appris en travaillant avec des milliers de personnes au fil des décennies. Les grandes transformations ne commencent pas par de grands gestes. Elles commencent par de petits gestes répétés avec constance. Elles commencent par une décision prise un jour ordinaire, dans des circonstances ordinaires, par une personne ordinaire, qui décide de faire quelque chose d'extraordinaire. Cette personne, c'est vous. Ce jour, c'est aujourd'hui. Il y a une phrase que j'ai dite et répétée dans mes séminaires depuis des décennies, et je veux la partager avec vous. En conclusion, vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre futur, en changeant ce que vous faites maintenant. Votre passé financier, quelles que soient les erreurs que vous avez faites, les opportunités que vous avez manquées, les habitudes que vous n'avez pas encore adoptées, votre passé financier ne définit pas votre futur financier. Il ne le définit que si vous continuez à faire les mêmes choses. Mais si vous changez vos habitudes, si vous adoptez ces 5 petites habitudes que nous avons vues aujourd'hui, vous changez votre trajectoire. Et une trajectoire changée, maintenue dans le temps, mène à une destination complètement différente. Il y a une destination qui vous attend. Une destination de liberté financière, de sécurité, de choix, la liberté de travailler parce que vous le voulez, pas parce que vous y êtes obligé. La sécurité de savoir que vous et votre famille êtes protégés. La liberté de choisir comment vous passez votre temps, avec qui et pourquoi. Cette destination est réelle. Elle est accessible. Et le chemin qui y mène commence par ces 5 petites habitudes, pratiquées en silence, chaque jour, sans que personne ne vous regarde. Commencez aujourd'hui, votre futur vous en remerciera.